Vous m'entendez là? Oui. Bien, merci beaucoup d'abord pour l'invitation, Elisabeth. Effectivement, je suis venu pour la première édition du congrès en 2018. Et j'avais déjà parlé de génomique. C'est un peu normal parce que je suis génomicien, je ne savais pas parler d'autre chose, mais je me souviens que j'avais parlé de choses assez générales sur la génomique. Ouais, c'est bon. Je peux peut-être le sortir là. Voilà. Et à l'époque, j'étais avant tout connu, je ne sais pas, reconnu pour mes travaux sur le riz. Je ne travaillais pas du tout sur les forêts. Et Dieu sait que les relations entre l'eau et le riz, c'est important pour la sécurité alimentaire globale. Et je commençais déjà effectivement à travailler à la Massane, la réserve de la Massane. Je vais vous parler de la Massane pendant cette présentation. Et je me suis intéressé de plus près à la forêt, à la hêtraie, en allant à la Massane. En particulier, en travaillant à la Massane, en se rendant sur le terrain, on est... je crois que ça arrive à tout le monde qui va là-bas, on est choqué par l'état de la forêt et par le dépérissement qui a déjà commencé dans cette très belle forêt, cette très belle réserve naturelle. Donc je me suis... Non, ça c'est pas la Massane. Mais je vais montrer les photos de la Massane. Et donc j'ai glissé vers un autre modèle d'étude qui est le hêtre, avec une question brûlante qui est est-ce que la génomique peut contribuer à sauver cet écosystème qui est super important. Je tiens beaucoup à ça parce que y a une infime minorité de la population humaine qui vit dans la forêt, dans une forêt. Par contre, la majorité de la population vit de la forêt. En fait, alors de la forêt, pas par son exploitation économique, mais par ses services écosystémiques qui sont nombreux, qui sont absolument indispensables pour des milliers d'espèces, et en particulier pour Homo sapiens, en fait. Même si on habite dans une ville, même si on est citadin, on dépend de la forêt pour vivre, pour survivre. La forêt, alors je suis content de parler après Wolfgang, en fait la forêt, elle contient des réserves d'eau, elle garde l'eau, elle purifie l'eau qu'on boit, elle purifie l'air qu'on respire, et que même si on vit dans une ville, on dépend de ces services écosystémiques qui sont très importants. Et pour rebondir sur ce que disait Wolfgang, moi j'ai la chance d'habiter un petit village à 60 km dans la forêt, dans une hêtraie, au milieu d'une hêtraie, et il a beaucoup plu, on a eu la chance d'avoir beaucoup plus de pluie qu'en bas, et la forêt à tout prix, elle n'a rien rendu. C'est-à-dire que le débit des rivières n'a pas augmenté. Donc en fait, l'eau est là-haut, est retenue là-haut. Et je pense qu'on a rarement conscience de ça, en étant citadin, pour la majorité d'entre nous, on perd la conscience, on perd le contact avec la nature. Bon, je ne vais pas faire de grandes phrases, mais on est déconnecté, et pourtant, ces services écosystémiques, ils sont tellement importants. Alors, effectivement, c'est pas très rigolo, comme l'a dit Wolfgang. Les forêts, les massifs forestiers d'Europe de l'Ouest sont en dépérissement. C'est quelque chose qu'on observe déjà. Ici, c'est une carte de l'Europe. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Tout ce qui est en rouge, c'est des zones où il y a une contraction de l'aire de répartition des espèces forestières. Tout ce qui est oui, c'est ça, pardon. Donc il y a un dépérissement généralisé en Europe des écosystèmes, des espèces forestières, et donc un danger, ce qui représente un danger pour les écosystèmes forestiers qui sont en train de tomber, et donc, par ricochet, un grand danger pour nous. En tout cas dans les zones où nous vivons actuellement, où il y a des écosystèmes forestiers.
Wolfgang parlait d'anticipation, et c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que je ne pense pas que nous vivrons dans les mêmes conditions en 2100 ici, ou entourés de forêts, dans les hauteurs, sur les massifs pyrénéens. Je ne pense pas que nous vivons dans les mêmes conditions. Alors, c'est pas rigolo, mais je vais quand même être un peu optimiste. Voilà, je vais vous présenter un programme que nous avons au laboratoire sur la génomique du hêtre. Et donc, je vous ai préparé quelques diapositives de contexte pour vous expliquer scientifiquement ce qu'on fait pour essayer de contribuer à sauver cette hêtraie pyrénéenne. Et je vais commencer par vous parler de phénologie. La phénologie, c'est l'étude du développement des plantes, donc l'apparition dans le temps d'événements biologiques comme le développement. Et chez les arbres, ce qui est très important, c'est au printemps ce qu'on appelle le débourrement, c'est-à-dire quand l'arbre se réveille, sort les feuilles, commence à faire de la photosynthèse et fabrique de la biomasse. D'accord ? Puis il y a la floraison, éventuellement, la fructification, puis la sénescence, qui est le moment où la chlorophylle disparaît et tout s'arrête. Donc il n'y a plus de production de biomasse. Donc ce cycle qui a lieu bien sûr tous les ans, comme vous le savez, il est très important pour l'adaptation des arbres au changement climatique. Je vais vous expliquer pourquoi, enfin assez simplement. Donc le débourrement, donc comme je vous l'ai dit, c'est le premier événement phénologique dans la vie de l'arbre, tous les ans. Le problème est que les sécheresses estivales vont avancer la date de la sénescence. Donc l'automne, dans les forêts, a lieu de plus en plus tôt. Donc ça raccourcit la période de croissance de l'arbre, qui est en fait la manière dont l'arbre peut s'adapter. Donc bien sûr, si pour contrebalancer ça, on se dit que si un arbre a un débourrement plus précoce, il va pouvoir bénéficier des ressources en eau printanières et pourra ainsi mieux s'adapter au réchauffement. Il aura à boire plus tôt, donc il pourra se développer plus tôt. Donc un débourrement précoce permet un meilleur accès aux ressources hydriques. Bien. Le problème, c'est que jusqu'à présent, les arbres trop précoces, et ça vous pouvez en voir dans la forêt, si vous aimez bien vous promener en forêt et vous aimez bien regarder les arbres, il y a des arbres très précoces dans la forêt, mais le risque, c'est que ces arbres très précoces, qui font leurs feuilles très tôt, s'exposent aux gelées tardives. Et alors, une gelée tardive, pour un arbre qui a débourré, c'est une catastrophe, parce qu'en termes d'énergie qu'il doit dépenser, il doit tomber ses feuilles, refaire un bourgeon, et redébourrer quand les conditions le permettent. Et ça, c'est une débauche d'énergie. En général, ça passe 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après, l'arbre dépérit, car il n'a plus d'énergie pour croître. Alors, dans le contexte du changement du règlement, en fait, ces gelées tardives, il y en a de moins en moins. Donc, la question qu'on se pose, alors pas que nous, alors je dois dire que je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Isabelle Schwinn, qui est une spécialiste de la modélisation écologique et qui travaille avec les prédictions, les trajectoires de climat et qui essaye de modéliser le devenir des peuplements forestiers. Et donc, effectivement, ce que je viens de vous dire assez simplement, ça se modélise, ça se retrouve dans les modèles, c'est-à-dire que les arbres précoces dans la forêt risquent de s'en sortir mieux que les autres dans un avenir proche. Alors, désormais, on ne parle pas d'avenir lointain, on parle d'avenir proche. Je pense que tout le monde l'a montré au cours de ce congrès. Donc, on va chercher, donc l'un des objectifs, c'est de rechercher des arbres précoces comme étant une source d'adaptation dans le futur des forêts. Alors, ici, je vous montre 3 photographies prises par drone à la forêt de la Massane. Bon. Et quand vous survolez une forêt au printemps avec un drone, vous allez voir qu'il y a de l'hétérogénéité de débourrement. Il y a des arbres qui sont plus précoces, comme ici avec l'arbre en bleu, et puis il y a des arbres qui sont plus tardifs. Donc effectivement, il y a une diversité naturelle de la forêt pour le débourrement. Donc, pour débourrer, je vous rappelle, alors c'est un peu technique, mais le hêtre, il est un peu spécial, il a besoin de jours froids en hiver,
histoire de dormance, voilà, 2 jours chauds au printemps, et en particulier, spécifiquement, d'un allongement de la période du jour, ce qui n'est pas le cas du chêne, par exemple. Donc le chêne, le hêtre, est très sensible à la photopériode. Donc, quelque chose qui est très important aussi, c'est un terme un peu technique, mais cette précocité de débourrement a une forte héritabilité. Forte héritabilité, ça veut dire que si vous avez un hêtre qui débourre tôt, ben ses enfants auront tendance à débourrer tôt aussi. D'accord ? Ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'il y a une base génétique à la précocité de débourrement, et vous allez voir par la suite que c'est très très important dans le programme qu'on essaye de mettre en place. Donc notre hypothèse, c'est que la diversité intrapopulationnelle de la date de débourrement qu'on observe, elle a une base génétique. Donc on va pouvoir, si on a une base génétique, on va pouvoir agir sur les populations de hêtres, comme je vais essayer de vous le montrer. Donc c'est là qu'on propose le concept, c'est pas nous qui le proposons, c'est un concept qui existe depuis longtemps, c'est le concept de migration assistée. C'est le terme consacré. C'est un peu bizarre pour les arbres, mais il faut savoir que les arbres migrent. En fait, la vitesse de migration d'une forêt, c'est 300 mètres par an à peu près. Ça a été estimé après les dernières glaciations, donc le dernier réchauffement, il y a 20 000 ans. Donc toutes les forêts se sont réfugiées dans des poches, qu'on appelle des refuges glaciaires, et la réserve de la Massane est un de ces refuges glaciaires. Il n'y avait pas un seul hêtre, il n'y avait pas un seul chêne dans toute l'Europe, sauf sur quelques poches, quelques refuges glaciaires qui étaient sur le pourtour méditerranéen. Il y en a en Italie, en Grèce, mais il y en a un à la Massane. Et c'est très simple, il suffit de calculer le temps qu'il a fallu à la forêt pour recoloniser toute l'Europe, et on estime comme ça une vitesse de migration de 300 mètres par an. Ça paraît beaucoup pour une forêt, vu que les arbres, ils ne se déplacent pas, mais ça se fait essentiellement par les graines. 300 mètres par an, ça ne suffira pas pour que la hêtraie s'adapte, dans le contexte de l'accélération du réchauffement, bien évidemment. Donc, d'où ce concept de migration assistée. L'idée, elle est très simple, c'est que ça consiste à créer des nurseries qui sont constituées d'individus potentiellement mieux adaptés aux futures conditions climatiques, d'accord, et d'utiliser ces individus pour la rejuvénation de populations dépérissantes. En gros, aller dans la forêt, remplacer les hêtres qui meurent, qui sont déjà morts, par des juvéniles, des individus jeunes, dont on sait qu'ils résisteront mieux aux sécheresses et en tout cas aux températures plus élevées. Le concept, il est simple. Le problème, c'est comment identifier des individus précoces au stade juvénile, au débourrement précoce. Il faut savoir que le hêtre, les jeunes hêtres, en fait, ont un débourrement de toute façon précoce parce qu'ils doivent faire leurs feuilles plutôt que leurs parents, qui font de l'ombre. Et donc, le débourrement, la dynamique du débournement, elle est pas du tout révélatrice quand le hêtre a 2 ans, pas révélatrice de ce qu'il sera quand il aura 30 ans. Donc, c'est très, très difficile de prédire, en fait, ce que sera la phénologie d'un hêtre juvénile. La réponse qu'on essaye d'apporter, à partir d'un moment, je vais être optimiste, c'est d'utiliser d'abord la génomique pour identifier les génotypes précoces. Alors les génotypes, c'est les individus, les allèles, les gènes qui vont rendre les êtres précoces. Je vous ai dit qu'il y avait une base génétique, donc ça ouvre la voie à ce genre d'approche. Et de développer des méthodes de génotypage à haut débit pour le criblage des nurseries. On ne parle pas de cribler 5 ou 10 arbres, on parle de cribler des dizaines de milliers d'individus. Donc, c'est des technologies de génomique, dirons-nous. Donc, effectivement, je vais vous parler d'abord de la hêtraie de la Massane. Ça, c'est une photo qu'on a prise avec notre drone. Bon, pour ceux qui connaissent, ils le reconnaîtront. Ceux qui ne connaissent pas, donc c'est au-dessus, c'est pas loin d'ici, à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Ici, c'est Collioure. Là, c'est le refuge de la Massane. Là, c'est la tour de la Massane. Et la Massane est un fleuve côtier qui descend jusqu'à Argelès. C'est une réserve intégrale. C'est une forêt qui est en libre évolution. Libre évolution, ça veut dire qu'elle n'a pas été exploitée depuis 1850. Pour une raison qu'on ignore,
les moines de l'abbaye de, j'oublie toujours le nom, qui est juste en dessous, ont décidé d'arrêter d'exploiter la forêt au milieu du 19e siècle, et ce qui veut dire que la forêt évolue librement, sans aucune exploitation humaine, depuis plus de 150 ans. Et c'est donc, comme je vous le disais, un refuge glaciaire. Refuge glaciaire, c'est que si vous y étiez allé, si vous étiez venu ici il y a 20 000 ans, vous aurez trouvé des hêtres à la Massane, et c'est tout. Le reste, c'était tout glacé. En fait, c'était un microclimat. Hein, ces poches, ces refuges glaciaires sont plutôt étaient des microclimats qui ont permis la survie des arbres. Et ça veut dire aussi que c'est un hotspot de biodiversité. C'est-à-dire que c'est la biodiversité de la Massane, c'est plus de 10 000 espèces sur 300 hectares, c'est énorme. C'est presque autant qu'un écosystème, un écosystème corallien, hein, qui sont les champions du monde de la biodiversité, mais là, c'est énorme. La faune est très très riche, la diversité des champignons est énorme. Si vous vivez ici et que vous allez à la Massane à l'automne, quand il a plu, c'est une explosion de champignons de toutes les couleurs, toutes les formes. Si vous êtes spécialisé champignons, c'est vraiment... Puis il y a des gens qui viennent de très très loin, parce qu'il y a des espèces qui sont endémiques, des espèces de champignons qui sont endémiques, et aussi d'insectes. Donc il y a des gens qui viennent de toute la planète pour observer certaines espèces qui sont très rares. Donc cette notion de biodiversité, elle est super importante, puisque, on le sait depuis Darwin, hein, c'est la diversité qui permet de s'adapter. Quand vous perdez la diversité, vous perdez votre potentiel d'adaptation et vous mourrez, quand vous êtes une population. Donc cette réserve a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est une hêtraie qui est située vraiment dans les zones, la frange de l'aire de distribution du hêtre. C'est-à-dire que le hêtre aime bien le frais et les températures fraîches, et elle aime bien l'humidité. Or là, on est dans une hêtraie qui est à 600 mètres d'altitude, très au sud, et donc qui est vraiment à la limite, et qui présente des signes de dépérissement. On dit parfois que la Massane, c'est la base avancée de l'observation du réchauffement climatique sur le hêtre, et c'est vraiment ça. Pour vous donner un exemple, je ne rentrerai pas dans ces détails plus tard, je vous le dis maintenant, on suit avec... Lorraine, qui est mon étudiante en thèse, qui est là, on suit 170 arbres dans cette réserve. Il y a 3 ans, il y en a 20 ou 30 qui sont déjà morts, sur 170, en 3 ans. Donc le dépérissement, c'est une réalité. Donc on travaille sur cette réserve. Alors c'est la réserve intégrale, qui ça c'est sa carte. En gros, vous voyez, ça fait 200 mètres de large pour un peu plus d'1 kilomètre de long. Et on travaille donc sur la phénologie, et on a été sur le terrain beaucoup pour regarder la date à laquelle les hêtres débourrent, et on observe effectivement qu'il y a des hêtres qui, là c'est le nombre de jours, là c'est le nombre d'arbres qui débourrent, et vous voyez que cette distribution est un peu bimodale comme ça. Il y a des hêtres qui débourrent très tôt, et puis donc très précoces, et puis il y a des hêtres qui débourrent plus tard. Donc on a bien la présence de hêtres qui sont très précoces, et surtout, on a cette diversité naturelle à la Massane pour ce qui concerne la date de débourrement. Et vous avez sur cette carte ces petites étoiles avec un code couleur. Les roses, enfin les violets sont des précoces, et les autres, les verts, sont des pas précoces. On préfère dire précoces et pas précoces, plutôt que tardifs. Et puis il y a des dead, c'est les rouges, là, bon, voilà, qui sont morts depuis qu'on a commencé l'étude, mais il y en a plus aujourd'hui. Et donc, ce qui est très important, c'est que c'est mélangé, les précoces et les pas précoces. Que certains pourraient dire, oui, d'accord, c'est précoce, c'est près de la rivière, ou c'est plus en... Non, tout est mélangé, ce qui nous fait dire qu'il y a vraiment une base génétique. Donc, tous les arbres qui figurent en couleur sur cette carte, ils figurent en couleur parce que nous les avons observés avec des jumelles 3 fois par semaine, au cours du printemps. Donc ils sont phénotypés, la couleur c'est le phénotype, ont aussi été séquencés dans le cadre d'un projet de génomique du hêtre qui concerne toute l'Europe. Et on a la chance d'avoir que la Massane ait été retenue pour ce projet, donc 150 arbres à peu près. Et donc on a à la fois le génome, la séquence, et à la fois le phénotype, c'est-à-dire la date de débourrement. Donc
on peut essayer d'identifier les facteurs génétiques qui causent cette précocité de débourrement par des approches qu'on appelle GWAS. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est que le GWAS. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Je vais essayer de vous expliquer ça de manière la plus simple possible. Ces approches de GWAS sont utilisées très largement. C'est comme ça qu'on détecte les maladies humaines. C'est comme ça qu'on identifie des facteurs génétiques, quels qu'ils soient, dans tout un tas d'espèces. Je vais vous expliquer comment ça marche très rapidement. Si ça ne vous intéresse pas, vous reprendrez mon discours dans 5 minutes. Mais voilà, donc on va prendre une population de souris. Et puis il y a une souris obèse. Il y a des souris obèses dans la population. Ma question, c'est qu'est-ce que c'est les gènes qui rendent les souris obèses? Bien sûr, on donne à manger à ces souris le même régime. Donc on dispose d'un génome de référence que j'ai symbolisé par une grosse ligne noire. Ça pourrait être les 20 chromosomes. La souris a 20 paires de chromosomes, 20 chromosomes côte à côte. Voilà, c'est tout le génome. Et puis chaque souris, on va la séquencer. Et la séquence, ça ressemble à ça. Quand on dit qu'on séquence par des petits bouts de séquence. Sans rentrer dans les détails, c'est la technologie qui coûte le moins cher aujourd'hui, la plus accessible. Ça coûte, pour séquencer une souris, ça coûte 150-200 €. Voilà. Donc c'est accessible, on peut séquencer des populations. C'est un peu cher, mais c'est accessible. Et voilà, vous avez plein de petits bouts de séquence. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va comparer ces petits bouts de séquence à un génome de référence. Et je vous donne un zoom. Et par exemple, cette souris bleue, au lieu d'avoir un C ici, elle a un G. Au lieu d'avoir un T ici, dans le génome de référence, elle a un A. Donc je mets une étoile. Et ça veut dire qu'à ces 3 sites, j'ai observé de la diversité génétique. D'accord? Et en fait, j'arrive comme ça, la souris jaune, elle a un A seulement. La souris rose, là, qui est un peu en surpoids, elle a un G ici, elle a un C, etc. etc. Donc, c'est très simple. Ça se fait informatiquement, puisque c'est des millions et des millions et des millions de bases à examiner. Et vous pouvez ainsi retrouver ce qu'on appelle le génotype de chaque souris pour ces 3 locus, qu'on appelle les SNP pour Single Nucleotide Polymorphism, mais peu importe, ces 3 locus. Et donc, chaque souris a son génotype, alors, fois des millions de locus. Donc, vous avez une carte génétique très précise de chaque individu. Puis après, la question, c'est de savoir, est-ce que le TT, là, il est associé au poids ou pas? Est-ce que le CC est associé au poids ou pas? Et donc, on prend plein de souris. Et si à chaque fois qu'on a une grosse souris, on a un CC, alors on dira que ce CC est associé au caractère qui nous intéresse. C'est comme ça qu'on localise génétiquement des maladies humaines, des maladies génétiques, bien évidemment. C'est simple. Conceptuellement, c'est très simple. On associe des polymorphismes, c'est-à-dire des variations de l'ADN, à un caractère. C'est exactement ce qu'on fait sur le être. Et donc, sur le être, qu'est-ce qu'on a fait? On a la séquence de ces êtres, et c'est Lorraine Clément qui fait ça pendant sa thèse. Et je ne rentre pas dans les détails techniques du GWAS, qui vous barberez tous, mais en fait, on a un seuil de significativité, c'est cette ligne-là. Ici, en ordonnée, on a une probabilité... Non, je ne rentre pas dans les détails. Donc, plus c'est haut, plus l'association est robuste, solide. Et puis en bas, vous avez tout le génome. On a quand même 9 millions de points ici. Et quand il n'y a pas d'association, le point reste en bas. Et puis, quand vous avez une association, paf, vous avez un point. Ce SNP est très fortement associé à la précocité de débourrement du être. Donc, signal positif. Donc, ça veut dire que là, on a peut-être, alors il faut vérifier, mais là, peut-être, on a un locus dans le génome, un gène dans le génome du être, dont la variation cause une précocité de débourrement par rapport aux autres individus de la population. Donc j'en ai entouré 3, en fait on en a une petite dizaine qui sont positifs, donc des polymorphismes qui sont associés significativement à la précocité. Et statistiquement, ça ressemble à ça. C'est très carré. En fait, vous voyez, ici je vous montre un.
Vous avez Aslocus, alors c'est sur le chromosome 2, en position 42 299 677, c'est super précis. Et si vous avez un GG, vous n'êtes pas précoce. Si vous avez un GC, vous n'êtes pas précoce. Et si vous avez un CC, à cet endroit-là, vous avez un débourrement qui est plus précoce d'une dizaine de jours. 10 jours, c'est énorme hein, à l'échelle de la population. Et là, donc, c'est un peu la même situation ici, un peu moins évident ici, mais c'est quand même statistiquement significatif. Donc, c'est simple. Pas très compliqué techniquement, c'est un peu plus compliqué, mais conceptuellement, c'est très simple, la génétique d'association. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous ai dit que j'étais optimiste, donc on essaye par ce projet de proposer des solutions, d'apporter des solutions de gestion des forêts, en fait, très concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a des êtres juvéniles, donc des nurseries pour régénérer la forêt, et on a un locus dont on pense qu'il peut contribuer à rendre le être plus précoce. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va génotyper tous ces petits êtres d'1 an ou 2 ans. On extrait leur ADN, peu importe les détails, mais on est capable de savoir s'ils sont au locus qui nous intéresse, CC, GC ou GG. Donc première étape de génotypage, c'est là que je parlais de haut débit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une méthode assez efficace pour cribler d'un grand nombre d'individus, et ce qui nous permet de prédire le phénotype de ces petits êtres quand ils seront grands. Quand ils seront grands, ça sera trop tard, on ne pourra plus les déplacer, n'est-ce pas? Donc là, en l'occurrence, on a des précoces, des tardifs, et ce qui nous permet de sélectionner des individus selon leur génotype, et donc de constituer des nurseries uniquement avec les individus plus précoces. OK. Et c'est dans une 5e étape, plutôt une 4e, qu'on va régénérer des parcelles avec des individus qui seront plus précoces. Okay. Alors certains critiquent cette approche en disant que vous allez appauvrir la diversité génétique parce que vous faites de la sélection. En fait, non, parce que le être a ce site particulier qu'il a beaucoup de diversité, énormément de diversité, et sans rentrer dans les détails, qu'il a un taux de recombinaison dans son génome énorme, ce qui fait que si je prends 2 êtres de Lamassane, qui sont distants de quelques centaines de mètres, qui sont CC, qui sont précoces, dans le reste de leur génome, ils n'ont rien à voir. Il y a énormément de diversité. Et ça, c'est propre aux êtres. Et je souhaite faire passer un second message, c'est qu'il y a beaucoup de diversité, mais dans les vieilles forêts, en particulier, il y a beaucoup de diversité. Et donc, je vous en parlerai à la fin, mais ces vieilles forêts, ces forêts anciennes, sont extrêmement précieuses parce qu'elles contiennent énormément de diversité dont on va pouvoir se servir pour aider la hêtraie en général à être résiliente dans le contexte du changement. Donc voilà ce qu'on essaye de faire en génomique. Ça marche plutôt bien. Et donc c'est des projets qui mettent... c'est plutôt des consortiums, hein. Nous on est juste une petite cheville ouvrière, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des projets qui sont mis en place. Bien sûr il y a l'ONF qui est dans la boucle, bien sûr il y a toutes les collectivités qui sont en charge de ça. Et je vais juste dans les quelques minutes qui me restent vous parler donc d'une autre approche qu'on essaie de développer, qui est une stratégie de suivi à grande échelle par drone. Alors ici, vous avez justement la hêtraie de Boucheville, je vous en parlais tout à l'heure, là c'est le début de la hêtraie de Boucheville, la vallée de l'Agly, dont a parlé un peu Wolfgang, là, derrière, là, puis la mer au fond, et là notre drone, un drone multispectral. Alors pourquoi on développe cette stratégie de suivi à grande échelle? Je vous ai montré ici une photo également par drone de Lamassane, retour à Lamassane. Donc Lamassane c'est 9 hectares, hein. Et je vous ai dit, il y a 15 000 arbres à Lamassane à peu près, 15 000 êtres. Et on a suivi pendant 2 ans de suite, Lorraine a suivi 170 arbres pendant 3 ans. Il faut savoir que le suivi phénologique, c'est 7 heures par sortie
pour caractériser à la jumelle, aux jumelles, 170 arbres, c'est 7 heures. Sur ce terrain qui est escarpé, qui n'est pas toujours très praticable. Et ça, c'est 3 fois par semaine, pendant la période de débourrement, et ça dure un mois. Donc vous voyez, l'investissement en investissement est assez important, et c'est seulement 170 arbres. Vous voyez que sur les 15 000 arbres, il y a de la marge, et c'est impossible. Et d'ailleurs, ma collègue qui fait de la modélisation écologique me dit « Olivier, c'est très bien, 9 hectares, c'est trop petit. Est-ce que tu ne pourrais pas le faire sur les 300 hectares, en fait, pour avoir plus de diversité ?» Je dis ben, « C'est simplement impossible. On n'a pas les moyens humains pour suivre 300 hectares. » D'où l'idée d'utiliser un drone qui a plein d'avantages, parce qu'un drone, lui, il vole et peut prendre des photos à peu près en 10 minutes par hectare, donc des centaines d'arbres en 10 minutes, donc à peu près 40 minutes pour toute la réserve de la Massane. On peut programmer son vol à l'avance, en rentrant la carte de la région qu'on cherche à suivre. Il y a un positionnement centimétrique, parce que peu importe, grâce à un module RTK. Donc il se positionne automatiquement au centimètre près, il prend des photos super précises, toujours au même endroit, sur des vols différents. Et grâce à plusieurs caméras multispectrales, donc les différents spectres, pour les prises d'images, permettent de caractériser le stade de développement ou l'état physiologique de chaque individu. Je vous ai parlé de la phénologie. La phénologie, c'est super important, mais pas que. On s'intéresse aussi à l'intolérance à la sécheresse et l'impact du stress hydrique en plein été. Mais bon, je ne peux pas parler de tout, mais c'est quelque chose qu'on prévoit de faire dans un futur projet. Bien. Donc voilà, nous voici à la Massane avec un drone. Malheureusement, la Massane est une réserve naturelle nationale, protégée. Et si vous êtes allé à la Massane, vous verrez qu'il y a plein d'arbres qui sont dépérissants, comme je vous l'ai dit. Et donc les pics, le pic noir en particulier, qui est une espèce qui vit à la Massane, adore ces arbres pour faire ses nids, parce que l'arbre, il est dépérissant. Donc bon. Et donc les personnes de la Massane m'ont dit interdit de voler au drone. 3 vols par semaine au printemps, c'est la période de nidification. Les oiseaux sont très craintifs parce qu'ils pensent que c'est un rapace. Et donc... ils ont dit non. Réserve naturelle, protection des... Et nous voilà donc avec un magnifique projet, mais qu'on ne peut pas mener. D'où le déplacement de notre projet dans la forêt de Boucheville, dont je vous ai montré une photo au début, qui est donc une hêtraie magnifique de plus de 6000 hectares, qui est un peu en meilleure santé que la Massane. Bon, quoique elle est quand même très septentrionale et pas très élevée. Elle va jusqu'à 1000 mètres quand même. Donc la première chose, c'est qu'on avait fait des vols exploratoires au-dessus de Boucheville, d'abord pour savoir s'il y avait de la diversité. Et en fait, oui, il y a de la diversité de débourrement. Donc ce petit vol exploratoire qu'on avait fait en 2023, ça c'est un zoom, mais on en a fait plein, nous a permis de voir qu'effectivement, il y a des individus précoces à Boucheville. Donc c'est parti. L'idée était de savoir si on pouvait exploiter ces photos aériennes pour déterminer le stade de débourrement. Donc je vous montre quelques photos. Nous avons choisi une parcelle et on vient de finir. Donc ces photos, elles sont très récentes. Donc ça c'est l'hiver, enfin la sortie de l'hiver, au 1er avril. Et puis les arbres commencent à débourrer. Ce sont je vais vous expliquer ce que c'est après, c'est ce qu'on appelle des orthomosaïques. Et puis ça avance et puis tout a débourré. Donc grâce à ces photos, on décortique chaque houppier de chaque arbre, et on mesure, on fait des mesures de l'image, et on détermine ainsi ce stade de débourrement. C'est pas très compliqué. Alors pour ça, je tiens à dire quand même qu'on le fait avec avec une société qui s'appelle Bionomics, qui est une start-up montpelliéraine spécialisée dans le traitement des images par intelligence artificielle. Donc c'est une collaboration que nous avons grâce au Labex Tulip, qui est un Labex, c'est une association de laboratoires. Et donc on en est au tout début, donc on va leur envoyer toutes nos images pour qu'ils nous fassent une évaluation vraiment précise des stades. Néanmoins, nous avons commencé à le faire nous-mêmes au laboratoire, grâce à donc toujours Lorraine, qui est toujours dans le coup, et Camille Charpentier, qui est une étudiante de master, qui maîtrisait très très bien les traitements d'images, on a eu de la chance. Et voici le résultat de la campagne 2024. Alors pour l'instant, c'est très simple ce qu'on fait, c'est un indice qu'on appelle GCC, Green Color Content, c'est-à-dire que c'est la quantité de couleur verte. Okay,
Donc on mesure simplement sur les photos la quantité de pixels verts. Donc en hiver, vous avez 33% de vert, parce que c'est du marron. Enfin, je sais simplifie un peu les choses sans doute. Mais... Et puis, qu'est-ce qui se passe au printemps? Vous observez que le vert augmente. Oui, c'est normal, parce que les arbres commencent à faire des feuilles. Et donc, cet indice GCC passe de 0,33 à, en gros, 0,5 quand les arbres ont débourré complètement, quand leurs feuilles sont étalées. Et ce qui est génial, enfin, on est très enthousiaste avec ces premiers résultats, c'est que vous avez, en 20-30 minutes de vol, vous avez un instantané de l'état phénologique, du stade phénologique de chaque arbre. Et vous voyez ici, très bien, les arbres précoces, puisque c'est les premiers à avoir du vert, et que tout ça se fait de manière complètement automatique. On a quand même suivi ces arbres aux jumelles. C'était une année exploratoire pour faire le parallèle entre les deux images. Et que ce qui est très intéressant aussi, qu'on n'avait pas vraiment remarqué, je ne sais pas si grand monde l'a remarqué, c'est que les arbres précoces vont très vite. Vous voyez que tous, quand ils débourrent, ils vont très vite. Et puis, il y a des arbres tardifs qui traînent vraiment beaucoup. C'est-à-dire que même s'ils commencent à sortir leurs feuilles, dans notre jargon, on appelle ça le stade BBCH09, c'est-à-dire quand les feuilles sortent du bourgeon, mais sont encore comme ça, ne sont pas bien étalées, eh bien, ce stade BBCH09 prend beaucoup plus de temps chez les tardifs. Donc, on ne sait pas encore si ça a une base génétique. Mais une fois qu'on a les séquences, on peut faire ce qu'on veut. En fait, on peut utiliser n'importe quel caractère pour savoir s'il y a des gènes qui contrôlent ce caractère. Voilà. Et puis, l'avenir d'un tel projet, je vous ai parlé des vieilles forêts. Les vieilles forêts, c'est très important, parce que les vieilles forêts, c'est des sources de biodiversité. Et il faut absolument les préserver, ce qui n'est pas le cas. Alors, vous avez parlé de votre projet. Je pense que c'est une piste très intéressante, parce qu'actuellement, les vieilles hêtraies pyrénéennes ne sont pas protégées. Il y a la Massane, qui est, elle, sanctuarisée. C'est une réserve naturelle nationale qui est désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc elle est intouchable. Personne n'y touchera. Par contre, on a identifié, des collègues de l'unité d'INAFOR à Toulouse ont identifié un certain nombre de vieilles hêtraies dans toute l'Occitanie, dans les Pyrénées. Ces hêtraies sont sans doute en vieilles parce qu'elles sont inaccessibles et donc peu rentables pour leur exploitation, ce qui les sauve sans doute, mais je pense que ça serait bien d'avoir un projet un peu ambitieux à l'échelle de la région, voire au niveau national, pour, maintenant qu'on les a identifiées, pour protéger ces vieilles forêts et empêcher qu'on les exploite, si tant est que quelqu'un ait l'idée de les exploiter un jour. Puisque c'est une réserve de biodiversité, et donc une chance de survie pour tout le monde, toutes les espèces qui y vivent, mais dont l'homme. Je répète, même l'homme qui n'y vit pas. Donc, ça c'est fait. Et voilà, j'ai fini. Ça, c'est ma diapo de remerciement. Donc, nous travaillons au laboratoire Génome et Développement des plantes, qui est une UMR, qui est un laboratoire mixte entre le CNRS, l'Université de Perpignan et l'IRD. Et notre équipe s'appelle l'équipe Mango, qui n'a rien à voir avec le hêtre. Si, enfin, le nom n'a rien à voir, mais c'est mécanisme d'adaptation et génomique. Voilà, une petite équipe, et les collaborateurs sont bien sûr tous les gens de la Massane qui ont été vraiment super importants. Et je veux redire une dernière fois à quel point les réserves naturelles nationales sont essentielles aujourd'hui dans le contexte du réchauffement, parce que c'est des gens qui ont des compétences sont des gardes en fait, hein, c'est comme ils s'appellent, ce sont des gardes, et c'est eux qui gardent la biodiversité, d'accord, et qui assurent notre futur d'une certaine manière. Donc Joseph Garib qui est parti à la retraite malheureusement, qu'on regrettera bien à la Massane là-haut, mais et surtout ceux qui restent et qui font un super boulot aussi. Et puis les collaborateurs, Isabelle Schwinn du CEF au CNRS comme je l'ai dit, et puis des gens de vrais spécialistes de la forêt que je ne suis pas, de l'INRAE. Du département forêt de l'INRAE, et ainsi que Jean-Marc Horry qui s'occupe de la génomique du hêtre à Évry. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.